Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner cette occasion donc, de parler d'antisémitisme. Alors, on pourrait dire de manière synthétique que l'antisémitisme est un tissu de mensonges dont les fils s'entrecroisent donc, depuis plusieurs siècles. Et à la manière d'une toile qui a été constamment ravaudée, recyclée, eh bien, ce que j'appelle les antisémites avec un Y, mais j'emploie cette expression qui est un néologisme qui marche en français, pas forcément dans d'autres langues, mais donc je trouve qu'il a l'intérêt de pointer précisément cette dimension essentielle de l'antisémitisme, qui est son caractère mensonger. Et donc, à la manière d'une toile qui a été constamment recyclée, eh bien, ces antisémites, au fil de l'histoire, donc, ont représenté évidemment un déni de vérité, mais aussi un défi à la raison, en opposant donc un certain nombre de permanences, de rémanences aux différentes stratégies qui ont été mises en œuvre pour le combattre. Et on retrouve dans l'histoire de l'antisémitisme des éléments qui ont été évoqués à propos des rumeurs pendant la période révolutionnaire. Il y a évidemment la question du statut de la vérité qui est posée. On voit comment, j'en reparlerai, le pouvoir peut utiliser l'antisémitisme et une partie des rumeurs qui l'accompagnent. Par exemple, en Russie, le pouvoir utilise fréquemment donc, les affaires de crimes rituels quand il veut restreindre les droits des Juifs ou quand il veut empêcher, bloquer des revendications d'émancipation. Mais on pourrait dire que jusqu'à nos jours, il y a aussi, on peut observer comment des rumeurs d'antisémitisme dans l'actualité récente ont pu être instrumentalisées par le pouvoir. Il a été question des Gilets jaunes dans l'intervention précédente. Il y a eu des manifestations d'antisémitisme dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui étaient certainement un fait limité et minoritaire, mais qui a quand même pu être mis en avant par certains acteurs, quelquefois pour contribuer donc à discréditer le mouvement. Alors, pour me relier toujours à la communication qui précède, eh bien, l'antisémitisme dont on va voir qu'il s'inscrit dans une histoire de longue durée connaît une nouvelle jeunesse au lendemain de la Révolution française, peut-être même pendant la Révolution française, Guillaume Mazot n'en a pas parlé, mais en tout cas, assez rapidement, après la Révolution française, se répand l'idée suivant laquelle eh bien, ce sont les Juifs qui sont à l'origine de la Révolution, avec un mécanisme assez simple qui est que puisqu'ils ont bénéficié de la Révolution qui a conduit en France d'abord et dans d'autres pays à leur émancipation, eh bien, ils ne peuvent qu'être ceux qui tiraient les ficelles donc, du processus révolutionnaire. Alors, donc, beaucoup de choses, vous allez retrouver beaucoup de choses posées dans un cadre différent, mais qui ont déjà été évoquées. J'aborderai 3 points donc, dans mon intervention. Je voudrais souligner d'abord quelques éléments de continuité, mais qui sont absolument essentiels à mentionner parce que, alors, introduction, qui sont absolument essentiels donc, à mentionner parce que la nature même de l'antisémitisme, je le disais, c'est une toile constamment ravaudée, est faite justement de ces réemplois et d'avatars successifs d'un discours dont les fondamentaux se mettent en place très tôt, et y compris dans ce rapport au mensonge et à la vérité. Ensuite, j'examinerai plus spécifiquement 3 dispositifs mensongers de l'époque contemporaine qui nous disent quelque chose précisément sur la façon dont le rapport à la vérité est constamment falsifié
donc, pour promouvoir le discours antisémite. Et enfin, puisque je crois que c'est l'une des ambitions de ce colloque, je proposerai quelques réflexions sur, très modestement, hein, parce que cela fait des siècles qu'on tente de proposer des solutions, mais je pense que l'antisémitisme est un phénomène historique, humain, et que comme tous les phénomènes historiques et humains, il a eu un commencement et il peut avoir une fin. Et donc je proposerai quelques solutions pour essayer de contrer donc, ces dispositifs mensongers qui, comme nous le savons, ont encore largement cours aujourd'hui. Alors, il faut rappeler, donc, même si c'est sans doute une évidence pour nombre d'entre vous, que les mensonges véhiculés à propos des Juifs sont très anciens et que l'une des premières accusations fallacieuses est probablement celle du peuple déicide, une accusation fallacieuse, donc qui va entrer dans la théologie, qui va aussi intervenir dans la liturgie et qui va être véhiculée par des siècles de monothéisme, chrétien d'abord, musulman ensuite. Cette accusation est si ancrée que, comme on le voit, et j'essaierai de m'appuyer sur un certain nombre d'images pour vous présenter quelques analyses en raccourci, que l'on voit par exemple dans cette gravure qui date du Moyen-Âge, qui vient d'un psautier liégeois donc, du XIIIe siècle, que Ponce Pilate, qui est l'homme qui est en train de se laver les mains sur l'image, est représenté avec ce petit chapeau pointu que les Juifs avaient l'obligation de porter pour être identifiés au Moyen-Âge. Et donc il y a une judaïsation de Ponce Pilate romain, ce qui est une façon justement de faire porter la responsabilité donc, de la mise à mort du Christ sur les Juifs. Alors, des accusations anciennes qui sont tellement consubstantielles au dogme de l'Église qu'il faut rappeler aussi que la conversion, la prière appelant à la conversion des Juifs perfides, eh bien, ne disparaîtra qu'après le Concile de Vatican II. Alors, cette accusation initiale, eh bien, elle va laisser des traces profondes, car elle installe l'idée du judaïsme comme étant une religion et une communauté qui a un rapport privilégié avec la duplicité, avec la traîtrise, dont les agissements ont pour corollaire le secret, donc, et je crois que les antisémites avec un Y contemporain vont effectivement donc, reproposer, donc, avec des variations, ce thème-là. Alors, à partir du XIIe siècle, vont s'ajouter de nouvelles accusations, sources de rumeurs, qui vont déclencher de vrais massacres que l'on appellera quelques décennies, quelques siècles plus tard, donc des pogroms. Je veux parler des accusations de meurtres rituels, des accusations de profanation d'hosties, des accusations d'empoisonnement des puits, qui sont là vraiment des formes de fake news, même si le concept n'existe pas donc, à l'époque. Alors, à travers ces accusations mensongères, donc, qui ont encore une fois des conséquences meurtrières, eh bien, est en jeu évidemment un rapport à la vérité. Et une vérité donc, qui nous dit quelque chose de la perception des Juifs, non pas des Juifs eux-mêmes, mais de la perception des Juifs et des rapports sociaux de l'époque. Et une vérité qui peut aussi être une vérité instrumentalisée donc, par des pouvoirs. Prenons l'exemple des hosties profanées. Vous connaissez sans doute, je n'en ai pas une reproduction ici, la célèbre prédelle de Uccello qui raconte l'histoire d'un usurier donc, qui fait bouillir une hostie, faisant cela parce qu'il en aura besoin pour fabriquer le pain azime, si je me souviens bien. En tout cas, le sang s'échappe sous la porte
donc, de la maison de l'usurier, qui du coup est saisi sur le vif et va finir pendu, donc mis à mort ou sur un bûcher avec sa famille. Quelle meilleure démonstration, à travers ces légendes de profanation d'hostie que l'on profane parce qu'on veut avoir accès au sang du Christ, quelle meilleure donc, démonstration que le dogme de la transsubstantiation, donc, puisque le sang en coulant donc, se manifeste aux croyants. Alors, l'empoisonnement des puits, ce sont des accusations qui ont fleuri en particulier au moment des épidémies, eh bien, apportent une explication, cette fois, à la diffusion donc d'une maladie dont les mécanismes, à l'époque, restaient encore obscurs. Donc, il y a là aussi une forme d'utilité. Quant au meurtre rituel, accusation qui court eh bien, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et même, on va le voir, jusqu'à nos jours sur Internet, eh bien, l'accusation de meurtre rituel consiste à présenter les Juifs comme des êtres dangereux, comme des assassins en puissance, et cela va constamment permettre soit de justifier des discriminations existantes, soit de monter d'un cran donc, dans les politiques de discrimination à l'encontre des Juifs, alors dans des contextes qui peuvent varier, soit des contextes de concurrence religieuse, donc rivalité entre un monothéisme et un autre, en l'occurrence le premier, ou des régions politico-économiques qui peuvent conduire, par exemple, dans des contextes où des princes ou des souverains ont besoin de faire main basse sur les biens des Juifs pour les confisquer et les expulser. Alors, ces accusations ont une matrice théologique ou une matrice religieuse, car pour tout ce qui est de ces accusations à caractère irrationnel, parfois elles sont condamnées par l'Église, mais elles n'en continuent pas moins donc à circuler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont être laïcisées à l'époque contemporaine, et laïcisée notamment par le réemploi d'un certain nombre de textes religieux d'images, mais elles vont aussi, et encore aujourd'hui, même si ça peut sembler surprenant, continuer à circuler telles quelles. Alors, pour ce qui est par exemple des accusations de meurtre rituel, j'ai beaucoup travaillé sur la caricature antisémite. Eh bien, il faut savoir que certaines gravures d'époque moderne, vous voyez par exemple à gauche sur la couverture de la Difesa della Razza, qui était la principale revue raciste et antisémite de l'époque fasciste, eh bien, vous voyez comment on a réutilisé et d'ailleurs relooké, si vous me passez l'expression, retravaillé une gravure antique qui montrait le crime rituel, enfin le supposé crime rituel à l'encontre donc du petit Simon de Trente. Et vous voyez aussi comment le Stürmer donc, a fait son miel également de ce type d'accusation. L'antisémitisme national-socialiste a beau fonder l'antisémitisme sur une base raciale, il n'en réutilise pas moins aussi constamment les stéréotypes donc, à caractère religieux. Alors, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, mais les choses n'ont pas... Alors, zut, bon, j'ai oublié du coup, ou je ne sais pas ce que j'ai fabriqué avec mon PowerPoint. Donc, je voulais vous montrer, mais malheureusement, je les ai perdus en chemin, des captures d'écran que j'ai réalisées sur un certain nombre de sites, et pour ceux que ça intéresse, allez voir, c'est très facile d'accès. Il y a un site qui s'appelle Contro Nostra Aetate. Nostra Aetate, vous savez, c'est le texte qui est constitutif au Concile de Vatican II, le Concile de Vatican II, qui est ce concile donc, au cours des années 60, au cours duquel eh bien, l'Église fait son aggiornamento et rompt d'un point de vue théologique et dogmatique, définitivement justement avec l'antijudaïsme chrétien. Donc ce site est un site intégriste et ils ont une rubrique qui est une rubrique documents, et dans cette rubrique documents, eh bien, vous trouvez toute
ces archives de l'antisémitisme chrétien, textes et notamment une longue liste. Ils ont recensé toutes les accusations de crimes rituels. Ils mettent à côté de la chronologie, ils précisent bien quelle est la nature du crime, quelquefois avec force détail, en arrivant jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et évidemment, il y a un effet de propagande qui est lié à la longueur de la liste, et qui peut faire penser que, eh bien, parmi cette longue liste, il y a forcément, je reprends une expression qui a été employée dans la discussion tout à l'heure, il y a peut-être quelques grains donc, de vérité. Et j'avais aussi une capture d'écran du site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Alain Soral s'est fait l'éditeur aussi, avec sa maison Contre-Culture, écrit avec 2 K, et bien, de toute cette littérature donc, qui constitue la matrice de l'antisémitisme, donc à fondement chrétien. Soral a tout republié, pas seulement cela, mais également les formes successives donc, de la doctrine antisémite. Alors, donc, je vais évoquer, il est important donc, de signaler ces continuités parce qu'on va voir qu'elles sont là en toile de fond donc, dans les dispositifs mensongers que je voudrais examiner à présent, qui permettent donc d'évoquer cette fois non seulement l'antisémitisme à l'époque contemporaine, mais également donc, les formes de diffusion de l'information et les stratégies de réfutation, et d'ailleurs leur échec, puisque, encore une fois, l'antisémitisme continue à bien se porter. Alors, les 3 moments, je voudrais ces 3 dispositifs mensongers dont je vais parler brièvement, évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et chaque aspect a été traité par les historiens. Il y a des bibliothèques entières qui concernent chacun de ces sujets. C'est d'une part l'affaire Dreyfus, ce sont les protocoles des sages de Sion, et c'est enfin la question du négationnisme. Et c'est assez intéressant de mettre en parallèle donc, ces 3 dispositifs parce qu'on voit effectivement des éléments récurrents. Alors, quelques rappels pour ceux qui n'auraient pas ça en mémoire, donc à propos de l'affaire Dreyfus, donc affaire judiciaire qui commence en 1894. On accuse Dreyfus d'avoir, qui est donc un officier juif, d'avoir livré des documents secrets à l'Allemagne, et l'affaire politique qui commence en 1898 avec justement la stratégie de défense de Dreyfus, stratégie qui vise à rétablir la vérité et qui va passer notamment par le J'accuse de Zola et d'autres textes dont je vais vous reparler. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire Dreyfus, c'est que très vite, on comprend que l'accusation est fondée donc, que l'accusation donc, est mensongère, que l'auteur donc, du bordereau, du fameux bordereau sur lequel repose l'accusation, n'est pas Dreyfus, et des faux sont forgés avec la complicité d'une partie des membres de l'armée, donc pour accabler Dreyfus et pour innocenter le vrai coupable qui est Esterhazy. La vérité va éclater lorsque Henri, qui est l'un des faussaires, le colonel Henri, qui est l'un des faussaires dans cette affaire, avoue et se suicide peu après. Mais le fait que la vérité éclate de manière si manifeste n'empêche pas l'accusation de continuer donc à se développer, n'empêche pas les antisémites de continuer à utiliser l'affaire Dreyfus comme étant la preuve de la culpabilité des Juifs en général. Alors, il y a eu cependant, je le disais, différentes formes donc, de réfutation. Vous voyez là donc, une gravure de l'époque qui vous montre donc, tout cela est sorti dans la presse et qui voulait savoir avait bien évidemment l'information sur toutes les péripéties
de l'affaire. Et donc, comme vous le savez, des intellectuels et dont des moindres se sont engagés. Zola, c'est bien connu. Jean Jaurès, donc, qui a publié les preuves donc, à propos de l'affaire Dreyfus. Les preuves, le titre n'est évidemment pas choisi au hasard. Il y a encore une fois l'idée que c'est sur le terrain de la vérité d'abord qu'il faut contrer donc, les antisémites. Mais cette réfutation ne va pas empêcher, je reviendrai sur le pourquoi tout à l'heure, ne va pas empêcher, donc, après les différents procès, eh bien, les antisémites, donc, de croire ou de faire croire qu'il faut croire à la culpabilité de Dreyfus. Alors, comment comprendre l'affaire Dreyfus? Qu'est-ce qui est en jeu dans l'affaire Dreyfus? D'abord, la défense de l'armée, armée qui est elle-même un des piliers d'un ordre ancien, d'un ordre d'Ancien Régime qui a été largement bousculé par la Révolution française. Et donc, au-delà de l'armée, il y a l'idée, et par la fondation de la République, donc, au-delà de l'armée, il y a l'idée d'un monde qui est menacé, et qui est d'autant plus menacé que dans le contexte que vous savez, eh bien, le nationalisme est en pleine effervescence, donc au lendemain, donc, en particulier, de la défaite de la France dans la guerre germano-soviétique. Alors, je n'ai pas le temps de parler des procès, mais il faut savoir donc, que la stratégie de réfutation va aussi être livrée sur le terrain judiciaire et que les procès, donc l'utilisation de la justice, jouent un rôle très important dans l'esprit non seulement de ceux qui veulent prouver l'innocence de Dreyfus, mais également de ceux qui veulent combattre donc l'antisémitisme. D'où d'ailleurs la grande déception des partisans de Dreyfus lors du procès de 1899 du Conseil de guerre à l'issue donc le procès de Rennes, le fameux procès de Rennes, à l'issue duquel eh bien, Dreyfus est reconnu coupable de trahison, mais avec des circonstances atténuantes, ce qui évidemment n'a pas grand sens, et il faudra attendre plusieurs années, comme vous le savez, pour qu'il soit véritablement réhabilité. Alors, l'affaire Dreyfus est un premier moment important où on voit qu'il y a un mensonge qui est un mensonge en partie forgé donc, par un certain nombre d'acteurs attachés à un système politique qu'ils pensent menacé, donc, et un mensonge qu'on est prêt à perpétuer, qu'on est prêt à défendre en dépit du fait que la vérité donc, a été apportée. Et l'affaire Dreyfus est un moment aussi important parce que, justement, elle montre déjà l'échec d'un certain nombre de stratégies qui consistent à utiliser les institutions. Alors, il est vrai que la police a protégé les Juifs au moment de l'affaire Dreyfus. C'est pour cela que l'historien Pierre Binbaum dit que c'était un pogrom sans victimes, parce qu'il y a eu donc un nombre considérable d'agitations, de manifestations de violence anti-juive, mais en même temps, la police républicaine donc, a joué son rôle. Donc, c'est aussi, d'une certaine façon, quand même, un premier échec pour ceux qui cherchent à faire triompher la vérité, parce que le mensonge va, encore une fois, continuer à circuler au-delà. Et, en plus, le mensonge va d'autant plus circuler que tout le matériau propagandiste, les caricatures, les textes qui prolifèrent véritablement à ce moment-là, eh bien, seront réutilisés par la suite, donc, notamment dans l'entre-deux-guerres, véritablement comme une forme d'archive qu'on peut exploiter, piller et recycler. Le deuxième moment sur lequel je m'exprimerai rapidement aussi, là, ce sont donc le deuxième dispositif mensonger et celui qui concerne donc les protocoles des sages de Sion.
Alors, l'histoire, là aussi, de ce faux, l'un des faux les plus célèbres de l'histoire et l'un des plus grands best-sellers en matière d'édition de l'histoire, eh bien, elle est bien connue. Elle a notamment été étudiée par Norman Cohn, par Pierre-André Taguieff également. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'un pamphlet qui est censé être un procès-verbal, donc de séances secrètes qui auraient été tenues par des responsables du peuple juif, des communautés juives, de séances procès-verbaux, donc de séances secrètes, où l'on voit comment les juifs entendent contrôler le monde, par quelle stratégie, et comment ils veulent détruire les sociétés secrètes. Ce qu'on apprend très vite, c'est que, en fait, non seulement ce document est un faux, mais ce document est un plagiat. Et notamment, il y a un journaliste qui publie, Philip Graves, qui publie dans le Times en 1921, donc une série d'articles où il montre la supercherie et où il met en parallèle donc, le texte des protocoles avec, alors voici justement quelques extraits de ces articles donc, de Philip Gray, Historic Fake, donc More Parallels, et donc il met en rapport le texte et le document qui a été pillé. En l'occurrence, il s'agit d'un pamphlet français dont l'auteur était Maurice Joly et qui visait à critiquer, à jeter le discrédit sur le régime de Napoléon III. Et non seulement c'est un plagiat, mais il y a aussi dans le texte en question la compilation d'autres sources, le discours du rabbin, qui est un texte qui apparaît donc dans un roman, bon, etc., etc. Donc, très tôt, dès 1921, on peut savoir que les protocoles des sages de Sion, donc, c'est un montage grossier. Grâce, encore une fois, à ce travail d'expertise qui a été fait notamment par le journaliste que je citais, par d'autres après lui, et aussi parce que un procès va être attenté donc à l'un des éditeurs des protocoles qui, dans l'entre-deux-guerres, sont très rapidement traduits dans la plupart des langues européennes, et en particulier en allemand, grâce à l'Allemagne nationale-socialiste et au Weltdienst, qui est le service donc, de propagande à l'étranger, qui va donc chercher à faire traduire donc, en allemand et dans d'autres langues le texte, à diffuser en allemand et dans d'autres langues le texte en question. Alors, une association juive et la communauté juive de Berne va faire un procès donc, à l'éditeur pour montrer le caractère fallacieux du document. C'est le procès de Berne qui a été étudié par Catherine Nicot donc, et qui va se dérouler entre 1933 donc, et 1937. Alors, vous avez ici un extrait du verdict donc, du procès. À la fin, que voulaient donc, les responsables de la communauté? Ils voulaient faire établir le vrai, donc en l'occurrence le faux, le caractère fallacieux des protocoles des sages de Sion, mais il voulait aussi, à partir de là, faire en sorte qu'il y ait une loi qui puisse permettre la répression donc, de l'antisémitisme. Pas la répression des accusations mensongères, mais la répression donc, du racisme et de l'antisémitisme. Et une loi de ce type-là sera effectivement adoptée. Alors, dans la sentence en question, les juges expliquent qu'il n'a pas été possible, donc, pour des raisons de procédure, de condamner l'éditeur qui n'est autre donc que le responsable, en l'occurrence, du Weltdienst Fleischhauscher, mais ils expliquent qu'il importe d'insister sur ce fait capital
Donc, je suis dans le deuxième paragraphe, donc il importe d'insister sur ce fait capital que la sentence, c'est une interprétation qui est donnée par Paix et Droit, donc le bulletin de l'Alliance israélite universelle, mais la lecture qui est proposée là est tout à fait exacte. La sentence que vient de prononcer la Cour de Berne n'infirme en rien le jugement de la première instance. Quant au fond des protocoles, il reste définitivement établi qu'il constitue un faux incontestable, et là il cite la première sentence, un grossier plagiat, une stupidité ridicule. Donc, l'objectif était celui-là, montrer encore une fois le caractère mensonger, mais dans les années 30, eh bien, les protocoles des sages de Sion ont déjà beaucoup circulé. Ils ont déjà circulé dans de très nombreuses langues européennes et leur carrière va continuer donc par la suite avec aujourd'hui une circulation dans le monde arabe très importante. Alors, ils vont aussi contribuer à alimenter les antisémites avec un Y grâce aux couvertures de l'ouvrage qui reprennent souvent ce thème que vous voyez à droite, qui est ce que j'ai appelé le juif monde, c'est-à-dire le juif qui domine la planète, qui est au cœur même donc, du texte, des protocoles, donc des sages de Sion. Alors, pourquoi, si on en revient donc au pourquoi à ce moment-là, ce thème-là s'est-il diffusé, le thème du complot? Je vous ai expliqué déjà qu'au lendemain de la Révolution française, l'idée que les Juifs étaient responsables de la Révolution s'était diffusée. L'autre élément très important dans la fortune des protocoles, eh bien, c'est aussi que, comment dirais-je, les Juifs, depuis la Révolution française, les Juifs, et depuis l'émancipation en particulier, les Juifs n'ont plus de visibilité dans la société. Auparavant, ils étaient identifiables soit par des signes vestimentaires, soit parce qu'ils étaient dans des quartiers type les ghettos. Désormais, il n'y a plus de visibilité. Et donc, le thème du complot va être une forme de réponse à cette forme de visibilité, à cette invisibilisation des Juifs, qui est accrue, bien évidemment, avec la démocratisation donc, des sociétés. Alors, comme il me reste très peu de temps, eh bien, je terminerai en évoquant encore plus brièvement donc, le négationnisme, donc, dont je n'ai pas le temps de retracer évidemment l'histoire, les étapes, mais le cœur même de la doctrine négationniste consiste à dire, donc, comme vous le savez, d'abord que la Shoah est un faux, est un mensonge, que les chambres à gaz n'ont pas existé. Puis, dans un deuxième temps, les négationnistes auront une stratégie de repli qui est la leur encore à l'heure actuelle, qui consistera à dire que l'ampleur donc, des victimes a été exagérée. Alors, quelle est la stratégie? Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'accusation mensongère. Les Juifs sont accusés une fake news pour dire que les Juifs sont des créateurs de fake news, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on trouve au cœur de la doctrine? Eh bien, on trouve là encore une idée ancienne, qui est l'idée de la fausse victime, les Juifs comme fausse victime, qui est quelque chose qui traverse donc toute l'histoire de l'antisémitisme. Donc, de quoi s'agit-il et quelle est la stratégie discursive et argumentaire des négationnistes? Eh bien, d'abord, ils vont tirer parti du secret que les nazis ont appliqué à la solution finale, qui consistait à éliminer une partie des preuves. Ils profitent non pas l'absence de preuves parce qu'il y en a pléthore, mais du fait qu'une partie, effectivement, des preuves ont été détruites. D'autre part, ils vont systématiquement chercher à prendre, parmi les documents qui existent, qui sont très nombreux, ceux qui posent problème
pour donner une apparence scientifique, donc de vérité scientifique à leur discours, apparence de vérité scientifique qui est redoublée par le titre de la publication, de l'une des publications de Faurisson notamment, Les Annales d'histoire révisionniste. Ils vont ensuite prendre au pied de la lettre certains aspects, certaines notations qui participaient de cette stratégie du secret et d'euphémisation. Par exemple, lorsqu'est noté typhus pour un déporté, on sait que c'était souvent une façon de dire qu'il avait été envoyé à la chambre à gaz. Eh bien, ils vont évidemment le prendre au pied de la lettre. Ils vont aussi utiliser les témoignages, et ces témoignages vont se faire de plus en plus nombreux au fil du temps, et donc ils seront souvent imprécis, avec des inexactitudes, et donc ils vont utiliser ces faiblesses des témoignages pour aussi semer le doute donc, sur la réalité de la Shoah. Donc il y a une stratégie qui est une stratégie complexe, qui est une stratégie multiple, mais qui va effectivement contribuer à semer le doute. Là aussi, on trouve des formes de réaction, de réfutation, des procès aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, qui vont être utilisés donc, pour tenter, encore une fois, de contrer ces discours. L'adoption de lois, la loi Guessot en France en 1990, mais là aussi, toutes ces réactions auront du mal à enrayer le flux d'informations négationnistes, puisque ce type de discours se porte encore très bien sur Internet. Alors j'en viens en guise de conclusion à mon troisième point, très rapidement. Juste avant cela, quand même, qu'est-ce que ça nous dit, le mensonge négationniste, du point de vue du contexte, qui a changé encore une fois? Eh bien, même si on retrouve le thème du juif mensonger, de la construction, donc de la duplicité, etc., ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord que le discours antisémite classique est devenu plus difficile à tenir après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la Shoah précisément, et donc c'est une autre façon d'accuser les Juifs, mais qui est une façon plus biaisée, en les accusant de mentir sur l'histoire. Et ça nous renvoie aussi à ce que la mémoire de la Shoah peut avoir d'insupportable pour les milieux nationalistes, pour un certain nombre de milieux qui, du point de vue de leur culture politique, peuvent se considérer comme étant d'une certaine façon comptables de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est Simone Veil qui avait cette formule consistant à dire « ils ne nous pardonneront pas ce qu'ils nous ont fait ». Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc dans la logique négationniste. Alors, il y a eu, donc là encore, des réfutations, débats entre les historiens. Le négationnisme a au moins eu un mérite, c'est qu'il a induit une multiplication des témoignages, et dans certains pays comme la France, il a accéléré le processus historiographique. À partir des années 80, la recherche sur la Shoah devient de plus en plus importante en France. Mais là aussi, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Et donc j'en viens à mon troisième point, conclusion vraiment. D'abord parce que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de contrer ces accusations sur le terrain même des accusateurs. En fait, la détestation précède l'accusation. C'est cela qu'il faut bien comprendre donc, dans le discours antisémite et de manière plus générale dans le racisme. Vous connaissez la formule de Barès au moment de l'affaire Dreyfus, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Donc de toute façon, la messe est dite. Pour ce qui est des protocoles, c'est extraordinaire de voir que Fleischhauser, donc, qui finit par être acculé par les arguments qui sont portés par les témoins et les juges, dit oui, mais de toute façon, même si ce n'est pas complètement vrai, à la fin, c'est le reflet de la mentalité juive. Il y a une expression en italien qui dit « se non è vero è ben trovato ». Eh bien, l'idée, c'est un peu celle-là, qu'on va trouver dans le discours antisémite. Et enfin, pour ce qui est de la Shoah, je crois que Pierre Vidal-Naquet avait trouvé la position juste en disant il ne faut pas discuter avec ces gens qui ne sont pas des collègues, mais qui sont effectivement, pour reprendre
le titre de son livre, des faussaires de l'histoire. Alors, si ça ne suffit pas, quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr réfuter, il faut rétablir une information juste, mais il faut déconstruire. Il ne faut pas seulement proposer une contre-histoire, mais il faut faire cette histoire-là. C'est-à-dire, il faut faire ce que je suis en train de faire l'histoire de l'antisémitisme, et non seulement faire l'histoire de l'antisémitisme, mais enseigner l'histoire de l'antisémitisme. Ce qui suppose notamment de faire dans l'histoire de l'antisémitisme l'histoire de l'antisémitisme chrétien, l'histoire de l'antisémitisme musulman, et donc ne pas hésiter à dire aussi ce qu'ont été les responsabilités. Il faut donc une approche qui soit une approche de ce processus fondée sur la connaissance, fondée sur la raison, et fondée sur une approche critique qui est plus généralement et plus largement pour votre colloque, eh bien, absolument essentielle donc, pour combattre l'infox et les fake news. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir dépassé mon temps. Alexandre Moetti, Paris Diderot. Non, mais deux compléments questions simplement. Sur les Juifs responsables de la Révolution, on retrouve sous Vichy, alors je ne sais pas si vous connaissez ces références, quelqu'un qui se fait appeler comte Armand Bernardini, Swarsini, qui écrit Le Juif Marat, qui est chargé d'études à l'Institut des questions juives, et qui... Non, je ne connais pas. Et puis qui dit Robespierre, c'est Rubinstein, Pierre Stein, etc. Donc si vous voulez, voilà, enfin je ne dis pas ça pour faire des gorges chaudes, je dis juste que... sous un climat politique favorable, comme ça on retrouve les mêmes résurgences. Et deuxième, excusez-moi, son complément aux questions, vous citiez Soral, j'avais regardé cela, il me semble qu'il y a aussi un rapport à la science, c'est-à-dire chez Soral vous trouvez des phrases du style nos dominants, sous-entendu le complot juif, nos dominants sont des scientifiques de la domination. Vous voyez, donc il y a vraiment un rapport à la science, une forme de dénigrement aussi d'un savoir, d'une science, me semble-t-il, par exemple chez Soral. Enfin, ben voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette... Oui, alors merci pour la première référence. Pour ce qui est du dénigrement de la science, donc c'est comme j'ai accéléré considérablement sur la fin, il y a un aspect dont je n'ai pas pu parler, mais qui est évidemment important et qui rend peut-être quand même plus inquiétante la situation actuelle enfin de ce point de vue-là en tout cas, que par exemple pour la période de l'entre-deux-guerres, qui est la remise en cause, parce que dans chaque... ce qu'on voit quand même sur ces trois cas-là, Dreyfus, les protocoles et donc le négationnisme, c'est à chaque fois, il y a une remise en cause de la parole experte, de la parole des experts et des scientifiques, dans chacune de ces affaires, puisque pour ce qui est de prouver l'innocence de Dreyfus, je veux dire, on mobilise quand même, on fait venir les plus grands intellectuels, et donc il n'y a pas de doute de ce point de vue-là. Mais je crois que la remise en cause de la parole scientifique, en effet, n'a probablement jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, en particulier sur les réseaux sociaux, et donc Soral participe effectivement de ce processus-là, qui consiste à dire tout se vaut, en effet, et le rapport à la vérité est devenu quelque chose qui a explosé, littéralement. Merci. D'autres questions ? Oui, merci. Je voulais demander si vous voyez comme quatrième moment important du antisémitisme du dernier siècle l'accusation du empoisonnement de Staline dans le communisme. Parce que il y a aussi là-bas un lien avec le mythe des Juifs assassins. Écoutez, là, pour le coup, je ne pourrais pas vous répondre en détail parce que c'est un aspect que je n'ai pas étudié, mais je dirais que ça participe plus généralement de cette
structure accusatoire, hein, qui est celle du complot en général et du complot juif en particulier, hein, tout à fait. Merci. Si c'est une courte question, pardon, on va donner la priorité à Nathalie Jass, si vous permettez, qui n'en a pas encore posé. Et puis après, si tu arrives à faire une ponctuelle. Vous avez parlé ici, merci beaucoup pour l'exposé, vous avez parlé ici finalement d'une situation française et des éléments pour discuter de situations notamment en Europe de l'Est, parce que je pense que c'est un peu différent. Je suis allée il y a quelques années en Pologne et j'ai été très frappée des reconfigurations pendant la Seconde Guerre mondiale extrêmement importantes de déplacement de population. Je vais aller vite, mais du fait qu'on utilisait des symboles juifs pour désigner des étrangers qu'on ne voulait pas, et notamment musulmans, et de manière extrêmement violente, en faisant brûler des effigies juives pour dire qu'on ne voulait pas d'arrivée de migrants syriens, notamment de réfugiés syriens. Donc, et il y avait tout un ensemble d'éléments. On vendait tout un ensemble d'effigies classiques pour dénigrer les juifs dans les magasins où j'étais, dans une ville très riche, Breslau, où j'étais. Enfin, il y avait plein d'éléments de ce type-là. Et donc, il y a eu en tout cas en Pologne au moins, ce qui s'est passé juste après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été chassés en grande partie. Donc, est-ce que vous avez des éléments? C'est une autre histoire finalement que celle que vous racontez là, qui est encore plus violente, et le Juif devient l'effigie de l'étranger, de celui qu'on ne veut pas. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je travaille sur l'Europe occidentale, hein, pas sur l'Europe de l'Est, mais une évidence quand même, l'antisémitisme n'a pas été éradiqué, loin s'en faut, après la Seconde Guerre mondiale. C'est même qu'il y a eu encore des pogroms qui ont été étudiés par les historiens. Cela donc ne fait aucun doute. Il est toujours présent dans les sociétés actuelles, cela ne fait pas doute non plus. Pour ce qui est de la Pologne, il y a tout un tas d'enjeux autour de la mémoire de la Shoah et de la responsabilité des Polonais, avec la volonté de verrouiller une histoire officielle, justement, en partie pour faire écran. La responsabilité principale est évidemment celle des nazis, mais il y avait aussi une tradition d'antisémitisme longue en Pologne. Vous dites que c'est une histoire beaucoup plus violente, oui, sans doute. C'est assez frappant de voir, j'avais travaillé là aussi sur les caricatures, et notamment sur les caricatures qui circulaient sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand on les met en parallèle avec celles qui circulent en France, en Italie, etc., c'est assez étonnant de voir que dans ces caricatures-là, la mise à mort des Juifs est vraiment représentée. Et il y a des appels au meurtre, alors que le discours est quand même beaucoup plus contenu dans la caricature antisémite d'Europe occidentale. Voilà, pour répondre brièvement à vos suggestions. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre conférence et vos réponses.